Il faut dénoncer. Nous apprenons aux enfants à dénoncer. La consommation des stupéfiants n'est pas une personne. Ces jeunes ne sont pas de mauvaises personnes. Ils sont victimes de la société actuelle. Nous sommes dans le mythique lycée de Colbisson, juste derrière moi, une salle de classe, lieu de la dramatique histoire du professeur de mathématiques qui trouva la mort parce que poignardé par un élève consommateur de la drogue. L'histoire défraya la chronique au cours de l'année scolaire 2019-2020. A commencé à l'école et puis au quartier. C'est arrivé qu'un ami d'abord venait avec. Et puis on a goûté et puis on a pris goût. Et c'est comme ça que petit à petit, ils sont rentrés dedans. Au quartier, il s'est passé qu'il y a d'abord beaucoup de dealers. Et en fait de ça, il y a aussi beaucoup de jeunes qui consomment. Bon, et comme on marchait ensemble, quand ils prenaient, me conseillait aussi de prendre. Et était naïf et faisait aussi ce qu'il voulait. Ça fait 5 ans. J'étais en classe de seconde. Donc, on a commencé par le gay. Puis on a pris goût. On a évolué. Il y avait une substance qu'on appelait la taille. Et après la taille, on nous a encore sorti un autre truc qu'on appelle le caillou. Bon, je ne sais pas trop, il venait avec du quartier. On ne cherchait pas à savoir, on consommait juste. Des conséquences malheureuses du genre sont bien la résultante de la consommation des stupéfiants par des jeunes en milieu scolaire. Salif, comme beaucoup d'autres jeunes adolescents, croupit sous les effets des drogues. Cette dépendance physique et psychologique aux substances chimiques, aux psychotropes et autres stimulants, généralement toxiques, est déclenchée par un nombre de facteurs et principalement par une sérieuse carence affective. Les facteurs vont se répartir en 3 grands groupes de facteurs. Il y a des facteurs biologiques, il y a des facteurs psychologiques, il y a des facteurs sociologiques qui vont s'associer de façon caractéristique chez un individu singulier pour expliquer la survenue d'une addiction. En ce qui concerne les facteurs biologiques, il y a déjà le profil de personnalité. Il y a des profils de personnalité qui prédisposent à la consommation de substances. Par exemple, les personnalités passives dépendantes, dites névrotiques. Il y a les personnalités à la recherche de sensations. Donc, ce sont des personnalités qui vont vraiment prédisposer. Il y a la personnalité psychopathique qui vont également prédisposer les conduites antisociales, etc. Donc, sur le plan biologique, on zoome sur la personnalité. Pour ce qui est des facteurs psychologiques, je veux grouper les facteurs psychologiques et sociologiques. Alors, nous avons constaté, et c'est presque quasi constant, que ces jeunes adolescents qui consomment des substances sont issus des familles ayant une typologie particulière. Généralement, soit c'est des familles monoparentales caractérisées par l'absence du père. C'est la maman qui élève le jeune adolescent, qui l'a peut-être élevé depuis ses premiers pas. Le père est absent, soit il est décédé, soit il travaille dans une autre ville ou dans un autre pays, soit les parents sont séparés, ou bien la maman ne s'est jamais mariée. Peut-être elle ne connaît même pas qui est le père de l'enfant. Et l'absence du père est un facteur psychopathologique très important parce qu'il est connu dans le processus de développement de la personnalité d'un individu, le rôle du père. Le père aide l'enfant à structurer son psychisme de par sa simple présence. Il y aura des processus d'identification. L'enfant s'identifie à son père et le père fait office d'une figure d'autorité, de la loi,
c'est le père qui intègre l'enfant dans ce qu'on appelle le respect de la loi. Tout relève de l'amour que l'enfant vit en famille. Et c'est d'abord la responsabilité des parents. Les parents devraient avoir une manière de se tenir face aux enfants. Les parents qui élèvent seuls les enfants devraient aussi avoir une manière de se tenir face aux enfants. Les familles recomposées, les enfants qui sont en manque d'amour, c'est eux qui développent le plus ces problèmes-là. Un enfant grandit et évolue de façon harmonieuse d'un point de vue du développement de sa personnalité dans le cadre où il subit l'influence à la fois du père et de la mère. Là, vraiment, c'est décrit, c'est une question qui n'appelle plus à un quelconque débat. Donc nous nous rendons compte que la quasi-totalité de ces jeunes ont ce qu'on appelle une notion d'absence du père. Soit l'absence réelle du père n'est pas là physiquement, soit l'absence symbolique du père, soit l'absence imaginaire du père. Le registre du réel, du symbolique et de l'imaginaire. La bœuf, j'adore. La dépendance à ces drogues variées engendre chez les consommateurs des réactions diverses et souvent néfastes. Et tu me colles la paix. Arrête ton arrogance, pauvre enculé. File-moi ce que je te demande. Dépêche. Allez. Les parents peuvent s'en rendre compte, ou bien les éducateurs, ou une tierce personne qui vit avec l'adolescent, qui le connaît, sa façon d'être, sa façon d'agir et de réagir habituellement. On va donc ceci fondamental, un changement de comportement. Il devient très irritable, il devient arrogant, agité, agressif, et ils vont s'adonner vraiment à des multitudes d'actes de violence, que ce soit dans la sphère familiale, ça va aller jusqu'à des violences sur ascendant, des bagarres au quartier, des bagarres en milieu scolaire, la détention d'armes blanches. Donc, il y a beaucoup de symptômes, mais c'est le changement de comportement qui est le clignotant principal. Le phénomène social de consommation des drogues est mondialement reconnu. Il est ancré dans les pratiques culturelles et scientifiques. L'usage contraire ou abusif qu'on en fait de nos jours est une grande source de malheur, de destruction et de déroute pour certains jeunes qui en ont fait leur lit. Culturellement, la drogue est un médicament que quelqu'un prend pour se faire soigner d'un mal, d'une maladie quelconque. Donc, ou bien qui prend pour réparer une situation, soit dans son cœur, son corps ou dans son environnement. Tout ce qui est drogue existe déjà dans nos cultures. Les gens de cette culture, ils prennent ces drogues pour les permettre de régler les situations qu'ils ont en face d'eux. L'état des lieux dressé par les chefs d'établissement et les responsables du système éducatif rencontrés dans les régions du centre et du sud laisse entrevoir la dérive. Le phénomène est perceptible à travers ses effets, notamment quelques cas de violence, les absences au cours, justement, surtout les après-midi, c'est-à-dire que pendant la pause, les étudiants vont dans les environs et consomment de l'alcool ou des drogues. Et quand ils reviennent l'après-midi, on sent une certaine agressivité envers leurs camarades, envers les étudiants. L'an dernier, nous avons eu des cas d'enfants que nous avons pris carrément en flagrant délit. Ils n'étaient pas en train de consommer, mais ils portaient cela dans leur sac, dans leur cartable. Et nous avons donc pris des mesures. Donc à partir de là, nous ne pouvons pas le nier. Ce phénomène est bel et bien présent dans notre établissement. Le phénomène commence à être un peu vieux. Et de plus en plus, nous également, nous prenons les dispositions. On commence à mieux le connaître aussi. Et lorsqu'on connaît déjà un mal,
on a aussi déjà beaucoup de stratégies pour le combattre. Bien heureusement, depuis le forfait enregistré au lycée de Colbison, des dispositions dissuasives sont prises pour faire reculer la montée du phénomène dans les milieux académiques et scolaires. Nous avons renforcé tous les maillons. Le ministère des enseignements secondaires nous a envoyé des surveillants généraux. À notre niveau, nous avons, avec l'appui des parents d'élèves, nous avons également renforcé au niveau des surveillants du secteur. On est passé de 7 à 9. La police qui s'occupe de l'établissement, qui passe régulièrement dans notre établissement. Et le GSO également, dans les alentours, ils font la patrouille et ça fait qu'au niveau de l'établissement, il y a un peu de relâchement. Il n'y a plus assez de délinquants et nous faisons la fouille systématique à l'entrée de l'établissement chaque matin et nous faisons des fouilles inopinées dans les salles de classe. Nous essayons de fouiller les élèves, nous essayons de fouiller les tiroirs, nous essayons de fouiller les endroits les plus compliqués de l'établissement. À cet effet, nous avons également pris certaines dispositions pour que les élèves soient mieux contrôlés. Vous constaterez que la vidéosurveillance est dans tous nos bâtiments. Nous contrôlons les faits et gestes des élèves. Nous faisons autant que nous pouvons notre travail, c'est-à-dire détecter. Nous constatons que les élèves qui se droguent changent de comportement. Voilà pourquoi nous travaillons beaucoup avec le médecin de l'inspection médico-scolaire. Nous travaillons en synergie avec l'hôpital régional des Boulevards. Si les milieux éducatifs se ferment à cette pratique, l'environnement de vie, les groupes d'amis, les réseaux sociaux et bien d'autres mauvaises compagnies influencent certains adolescents poussés à la faute. Entre l'école et la maison, beaucoup de choses peuvent se passer. Nous attirons l'attention des parents sur des choses que nous découvrons à l'école au niveau des enfants et eux, ils n'ont jamais fait attention à cela. Ces gadgets que les enfants aiment, nous ne disons pas qu'il y a des drogues à l'intérieur, mais attention, nous faisons attention. Nous avons demandé aux boutiquiers d'en face de ne pas vendre ces gadgets-là à nos enfants. Quand vous observez attentivement le comportement des élèves, vous détectez des indices qui ne sont pas extrêmement corrects. La manière de converser, vous parlez des vendeurs là, avec des vendeurs, certains gestes anodins. Vous pouvez être par exemple derrière une vitre fumée, par exemple de mon bureau, moi je les observe, ils ne me voient pas. Donc il y a un certain nombre d'indices que vous voyez. Et eux-mêmes, même dans leur accoutrement, ils ont certains indices par lesquels ils se reconnaissent entre eux. Et quand vous connaissez ces indices-là, vous voyez l'accoutrement ou un motif que quelqu'un porte, vous savez déjà que c'est un indicateur pour les autres qu'il fait partie du clan. Le matin, dès qu'on se lève, 5 heures, il est déjà sorti, il part fumer et tout, il revient là vers 10 heures, il déjeune, il mange, peut-être il dort, après il ressort dans la nuit, il ressort, c'est 23 heures, minuit qu'il vient à la maison. C'est un véritable cauchemar. La répression intervient au terme d'une longue sensibilisation. Nous évitons de les culpabiliser. Nous procédons à travers certains thèmes en montrant aux étudiants les méfaits de l'agro, quelles sont les conséquences liées à la santé, les conséquences liées au cursus académique, les conséquences liées même à l'état moral de l'étudiant. Cet accompagnement va des conseils et aussi expliquer les conséquences liées à la consommation, n'est-ce pas, des types de drogue. Il faudrait que l'enfant prenne acte et qu'il comprenne que si je rentre sur ce couloir, eh bien, du coup, les conséquences sont graves. Nous ne pourrons que faire ce travail en étroite collaboration avec le parent. Sinon, le processus est faussé. Beaucoup de gens croient que la gendarmerie n'est que répressive.
Non, bien au contraire, nous sensibilisons. Nous conscientisons nos frères, nos enfants sur la question, parce qu'en réalité, la drogue, les produits psychotropes dans la globalité peuvent causer beaucoup d'ennuis, détruire la société en général, et peuvent envoyer les enfants au vol, au viol, aux troubles de jouissance de toute nature. Donc nous-mêmes, nous essayons de faire d'abord un travail de fond comme parents. Après un long processus, la dernière chose, c'est la sanction. Et ce n'est pas nous qui sanctionnons. Là, c'est le rôle du magistrat qui va intervenir en dernière position. Cela participe de la prise en charge des victimes qui se veut multiforme. Nous intervenons au niveau de la prévention et au niveau du suivi des cas qui ont été détectés. Nous le faisons en collaboration avec nos homologues du ministère des enseignements secondaires. Et ici, à Ebolova, nous avons élaboré un partenariat avec l'inspection médico-scolaire avec laquelle nous travaillons lorsque un cas est appréhendé pour sa prise en charge, notamment dans l'éducation. Nous y allons en travaillant avec les responsables des activités post- et périscolaires. Nous faisons passer des messages et nous prenons des périodes aussi, nous profitons aussi des périodes comme la journée des enfants africains, la fête de la jeunesse. Alors nous ne ratons pas ces occasions pour aller dans les établissements. Le premier axe justement, c'est la prévention. Et notre second objectif, c'est de permettre à ceux qui souffrent des problèmes de toxicomanie ou tout simplement d'addiction de les soigner et puis de les réinsérer dans la société. Monsieur le ministre de la Santé publique nous a instruit d'intensifier les interventions de prévention dans les établissements scolaires. Nous pouvons vous dire que nous avons déjà plus de 50 interventions en milieu scolaire. Nous avons également bénéficié très récemment d'une formation internationale sur les interventions basées sur les données probantes. Ceci aura le mérite d'améliorer les interventions que nous faisons dans le milieu scolaire. Nous notons aussi l'apport des organisations de la société civile. Nous devons adresser le problème de la consommation de drogue de façon nationale au niveau de nos établissements scolaires. Donc, nous renforçons les capacités de nos OSC. Nous renforçons également aussi les capacités des enseignants parce que dès qu'on a terminé le travail en milieu scolaire, ce sont les enseignants qui font le relais. Parce que la sensibilisation, elle doit être continue, elle doit être permanente pour pouvoir solutionner le problème. Le cas de Salif en dit long sur la délicatesse du phénomène, un travail de longue haleine pour en sortir. Je suis allé au centre Jamou, j'ai essayé un peu de demander là-bas. On m'a dit il faut les consultations psychiatriques, que la journée c'est 25 000 et tout. Et comme je n'étais pas en possession de cet argent, je ne pouvais pas m'engager seule. Elle a amené les consultations. Elle m'avait prescrit un traitement. Il prenait, parce qu'il avait les insomnies majeures. Il prenait le traitement. À chaque fois, il allait aux consultations. Il l'a un peu laissé, il a changé. Je me suis dit que ça allait. C'est quand je constate encore les coups de vol. J'ai dit non, ce gars-ci, il a recommencé, ça ne va pas. J'ai décidé alors qu'on devait l'enfermer pour un sévrage avec l'aide du docteur Kim et ma fille qui est médecin. On a décidé de faire un sevrage brusque avec toutes les conséquences que ça pouvait. C'est là où on l'a enfermé dans la chambre. Elle m'a prescrit les examens des urines. Je suis allé faire l'examen des urines. On a constaté qu'il prenait le diapason. Parce que les autres substances, quand on l'a enfermé, on lui donnait beaucoup d'eau à boire.
pour le désintoxiquer. On lui faisait bien manger, on donnait les fruits et tout. Bon, les autres drogues étaient parties, restait le diapason. J'ai suivi le traitement. On a pris, le docteur qui m'avait prescrit un médicament pour dormir. Parce que quand il commençait les crises de manque, il était brutal. Il criait, il tapait de partout et tout. Bon, le soir à 19h, j'insiste. Je lui donne le médicament, il dort jusqu'au moment où la drogue a cessé dans son sang. Bon, pour le moment, il est presque à résidence surveillée parce que je l'empêche de sortir. Il faut que son cerveau reprenne son état normal. Il faut une parfaite conjonction de l'apport du corps médical, de l'apport de la famille dans la prise en charge, mais aussi l'implication personnelle du jeune qui est concerné. Parce que si il y a un travail préliminaire des entretiens jusqu'à convaincre le jeune, au moins s'il doit prendre conscience que la drogue est mauvaise pour sa vie, pour sa santé, pour sa scolarité, pour son avenir, et être au moins prédisposé à arrêter. Tant qu'il n'est pas décidé à arrêter, alors ça ne sert à rien de commencer une cure. Le but de cet atelier, donc, c'est de mettre ensemble ces centres de prise en charge, d'accompagnement et de prévention, de les mettre en contact avec les établissements scolaires pour que les établissements scolaires comprennent comment fonctionnent ces centres-là, quelles sont les exigences du centre, ce que ça demande aussi pour le jeune et puissent orienter les élèves vers ces centres et les accompagner dans leurs soins pour que les jeunes qui commencent les soins ne puissent pas les abandonner en cours de route. Une mauvaise aventure à éviter à cette jeunesse qui ne demande pas mieux que d'être bien encadrée pour assurer son avenir. L'agro, c'est un phénomène qui mine la société. On connaît les conséquences qu'elle peut apporter et donc on s'écarte de cela. C'est nocif pour la santé, ça nous empêche de bien travailler. Je ne vois pas en quoi ça pourrait m'avantager. Je n'ai jamais été en contact avec la drogue. Nos enseignants nous parlent de la drogue en nous disant que c'est mauvais. Le comportement toxicomaniaque doit être perçu comme un cri de détresse de l'adolescent. La réponse ne devrait pas être une réponse répressive. Pour moi, ces jeunes ne sont pas de mauvaises personnes. Ils sont victimes de la société actuelle. Les drogues sont des substances psychoactives qui vont perturber, qui vont modifier le fonctionnement psychique. Et le premier organe qui va le plus souffrir, c'est le cerveau. Et quand on consomme des drogues, on développe une pharmacodépendance. D'une part, ça veut dire qu'on devient comme prisonnier de la drogue. De par sa volonté, on ne peut plus volontairement arrêter. Et la drogue va donc perturber la mémoire, va perturber la concentration, l'attention et va affecter nos capacités d'apprentissage. Donc, il y a incompatibilité entre la consommation de drogue et la poursuite de ses études. Il faut repenser la famille, la dynamique familiale. Les parents doivent pouvoir s'asseoir et causer avec leurs enfants, doivent pouvoir partager le repas avec leurs enfants, doivent pouvoir prier avec leurs enfants, doivent pouvoir parler d'eux-mêmes et de leur parcours de vie à leurs enfants. Et pour nous-mêmes, le corps médical, le gros message, nous sommes demandeurs. Nous avons l'obligation des moyens. Alors nous sommes demandeurs au Cameroun des centres d'addictologie vraiment équipés dans les règles de l'art et pour pouvoir travailler avec d'autres structures qui interviennent dans la lutte contre la toxicomanie, pour pouvoir déjà réaliser des cures de sévrage et retirer une bonne proportion des jeunes qui sont déjà trempés dans la drogue, mais mettre sur pied également des mécanismes préventifs. Le gouvernement doit prendre soin
pour ce problème. On doit interpeller les chefs de quartier, parce qu'il y a les chefs de quartier dans les quartiers, tout ça se passe devant leurs yeux. Donc nous vivons dans la peur. Nous vivons dans la peur. Ils sont là, on les voit, mais on ne peut rien faire. On vend devant nous, on ne peut rien faire parce que nous avons peur, nous ne sommes pas protégés. Je dirais aux jeunes, je dis que la consommation de la drogue, c'est pas bien. Et ça détruit beaucoup le corps. Et tu ne peux pas le savoir si tu ne pars pas à l'hôpital. Parce que quand tu prends là, tu ne connais pas ce qui se passe dans ton corps. Et puis ça détruit. Et puis même tu peux même mourir jeune. C'est très mauvais pour la santé. Salif l'a aussi compris à ses dépens. Il songe désormais à retrouver sa santé et à reprendre ses études.